L'émission Les passionnés du VR et du camping vous est présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger. Je pense que chez VR Saint-Nicolas, c'est à peu près, à mon avis, d'après ce que j'ai fait comme recherche, c'est à peu près le seul détaillant de VR qui a vraiment un inventaire et que parce que Steve, t'as prévu le coup l'année passée, toi. Oui, j'étais prévu. Je me demandais qu'est-ce que vous alliez parler, là, mais c'est correct. Non, j'ai prévu le coup quand on était... C'était à la fin du monde, là. Ouais. J'avais commandé, je vous avais parlé dans une capsule, j'avais commandé une semaine et demie après quand on avait tout fermé les commerces au mois de mars l'année passée, à la fin de mars. Après une semaine et demie, j'avais décidé, j'avais fait analyser, puis j'avais dit ça n'a pas de bon sens. Puis j'avais commandé 550 véhicules, mais je l'avais commandé quasiment 2 mois avant tout le monde. Fallait pas être peureux, hein? 550 véhicules, 500, et plusieurs millions de dollars. Oui, hein? oui. Puis là, en fin de compte, mais là, gars, aujourd'hui, on récolte. Des fois, il faut foncer. Puis, tu sais, mon banquier me met des breaks, mais là, cette année, il va être vraiment content. C'est le fun. On fait de la belle business, puis on a du stock. Le monde, il trippe. Le monde veut se gâter. Puis c'est ça qui est le fun. Tu sais, à un moment donné, on voit que tout ce qui se passe, là, puis il faut se gâter. Absolument. Il faut se gâter. On a présenté une Kodiak il y a quelques semaines, je pense. Une Puma. Une Puma, oui, 16 QBX. De 16 pieds cubes. Ouais. Puis là, on vient avec une Kodiak, 201. mais 19 pieds cubes. Oui, mais oui, vous avez raison de me dire ça parce que c'est le même plan de plancher. C'est ça que je remarquais. Sauf que ça, on parle du haut de gamme. D'accord. Ceux qui veulent vraiment se gâter, 8 pieds de large. La Puma, elle avait 7 pieds de large. Comme m'avait dit tantôt, vous avez dit, mais ça, c'est grand. Ouais. Mais c'est ça, la banquette, beaucoup plus grand. Le 8 pieds, le 1 pied de plus, là, ça paraît dans une roulotte, la chambre de bain, le rangement, le comptoir, le lit, beaucoup plus grand. Tout est plus grand. C'est pour ça que quand vous avez rentré dedans, vous avez dit, ouf. Mais absolument. on parle, c'est pareil que la compétition avec le 16 QBX dans le Puma. Là, on parle d'une 201 QBX. C'est le même plan de plancher, mais 8 pieds de large. Puis vraiment le confort, l'isolation, le cap en avant. La fenestration aussi. C'est vraiment le haut de gamme. Ce que j'apprécie, moi aussi, maintenant, dans les roulottes, c'est qu'il n'y a plus de tapis. Oui, puis mon Dieu en Seigneur, plus... les tapis et les planchers de bois, là, c'est fini, ça. Puis en plus que ceux-là, c'est la nouvelle génération avec plus de bois dans le plancher. C'est tout un plancher de fibre de verre. C'est ça pourrit pas, n'importe quoi, des enfants courent, tout mouillé, là, tout ça. Il n'y a rien, il y aurait un dégât d'eau, ça n'existe pas. Ça va sortir par la porte, mais le plancher, jamais il va s'imbimer. C'est ta vie là-dessus, là. C'est vraiment une nouvelle génération, là, tout ça. Puis c'est Kodiak. Kodiak, si on parle de... Un petit peu plus haut de gamme plus que haut ce de qu'on a gamme, déjà un petit peu plus présenté. cher, mais ça vaut vraiment le prix. Pesant aussi, plus on pesant? parle de 3800 livres. 3800 livres? On parle de 700-800 livres. Un bon pick-up tire ça facile. Oh, oui, tout bon utilitaire, là, tout ça. Puis, non, c'est vacances. C'est vraiment, encore une fois, double essieu aussi, oui, double essieu plus stable. C'est beaucoup plus stable, plus stable. Sur la route. Oui, c'est pour ça que quand on parle de 8 pieds de large, mais là, il faut tomber dans le 2 essieux, tout ça. C'est plus pesant, tout ça, c'est pour ça. Beaucoup de rangements aussi, j'ai remarqué à l'intérieur. Oui, puis le coffre en avant, bord en bord. Coffre en avant, le grand coffre. Puis des marches, encore des immenses marches qui sont solides, qu'on peut danser. Parce qu'en camping, on prend de la boisson. Ah, non. Quand on prend de la boisson, on danse. Non, c'est vrai. Moi non plus. Non, toi non plus, je sais que on est sages, on est deux sages. C'est pour ça que nos fans nous aiment. Et voilà! Je viens de savoir pourquoi. Steve, on en a encore en stock quelques-unes? Oui, j'en ai quelques-unes dans le mois de juillet, puis pressez-vous. Je ne peux pas le promettre parce que je ne sais pas quand est-ce que la capsule va passer, mais je sais qu'en juillet, mais là, première semaine de juillet, j'en avais stock. Mais rapidement, là, on se dépêche pour 2 raisons. D'abord parce qu'il en reste en stock quelques-unes. Puis deuxièmement, on se protège des prochaines hausses. Oui, on a déjà eu. On a déjà eu dessus. Puis, 2 secondes? Oui. Vous le donne, le 2 secondes, Steve. Les représentants nous envoient les nouvelles listes. OK, le 1er juin, j'ai eu des nouvelles listes. Puis ils nous disent, elle va vous coûter ça, mais mettez-vous un pad de 2000 US. J'ai jamais vu ça.
Parce que quand Ils prévoient augmenter. quand on va rentrer au mois d'août, septembre, octobre, ils disent de mettre un pad de 2000 US. Voyons, non, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que là, le monde, il faut qu'il soit sensibilisé que quand il est dans le cours, achetez-la. C'est le temps de Parce l'acheter. qu'on n'est pas capable de vous faire un prix pour les futurs. On est capable Absolument. de notre aperçu, mais pas les augmentations, là, tout ça. C'est pour ça qu'il faut pas... faut se gâter. On voit ça sur le site Internet. vrsaintnicolas.com, c'est ouvert 7 jours sur 7. Merci beaucoup, Steve. Merci, bonne semaine. Je sais pas ce qui a pris, où est-ce qu'il a pris l'idée, notre ami Marco Boudreau, mais il a sorti un réfrigérateur dehors. Salut Marco! Bonjour Jean-Marc, ça va bien? Ça va bien, mais pourquoi tu m'as sorti un frigo dehors comme Mais ça? pour deux raisons qui est fort simple. Vous montrer qu'est-ce que va être une fuite d'ammoniac, comment ça se situe au niveau de l'unité réfrigérante à l'arrière. Ça peut arriver, ça, des fuites d'ammoniac? Oui, malheureusement, plus fréquemment qu'on pense maintenant. Ah, là. oui. Et puis, surtout, vous faire la démystification du réfrigérateur. Malheureusement, encore trop de gens arrivent chez nous et nous demandent « Je veux telle pièce pour mon réfrigérateur ou ma cuisinière ou peu importe. » Mais malheureusement, ils vont me dire « J'ai tel genre de motorisé, telle roulotte, telle année. » C'est pas comme ça va fonctionner chez nous. On est listé par unité comme telle. Fait que voyez-vous, ce réfrigérateur-là, celui-là, c'est un Norcold. Vous avez les grandes marques, il y a le Norcold et le Dometic. Dometic, c'est les deux, c'est les plus fréquents. Votre information pertinente va se trouver à l'intérieur. Fait que voyez-vous, si on fait ça comme suit, là, ouais, vous avez un collant ici là, qui Ouais. va vous donner son numéro de modèle. Dans ce cas-là, c'est un 611 RT. Vous allez avoir le numéro de série, le numéro de produit. Avec ça, là, je suis capable de vous sortir tout ce qui est disponible pour ce réfrigérateur-là. Malheureusement, vous me dites que j'ai une Laredo 2015. Est-ce qu'il y a un Norcold? Est-ce qu'il y a un Dometic? Il y a un 6 pieds cubes, un 8 pieds cubes? Malheureusement, pour moi, il n'y a aucune La possibilité. porte à gauche, la porte à droite. Aucune possibilité pour moi de le savoir, malheureusement, mis à part avoir qu'est-ce qui est sur la fiche signalétique. Là. Ça, on a juste à prendre une photo avec son Tout simplement. cellulaire, là, puis Tout simplement, avec ça, bien là, je suis capable de l'avoir en ce qu'on appelle en anglais, le terme anglais, l'explode view. Je peux l'avoir en vue explosée. Dire, je veux cette pièce-là, je veux ci, je veux ça. Là, on peut réellement travailler. Est-ce qu'on peut dire que c'est à peu près pour tous les appareils qu'on En fait, a dans notre... Tout le temps, tout le temps. Vous VR? avez au niveau de votre chauffage, votre chauffe-eau, L'air conditionné. l'air conditionné. Puis plus souvent qu'autrement, vous allez avoir à l'intérieur de votre VR, quand vous ouvrez, vous allez avoir un grand collant dans un panneau d'armoire qui va vous donner tous vos numéros de modèle, numéros de série de vos produits comme tels aussi. Là. C'est sûr que c'est un petit peu plus difficile quand c'est un véhicule de seconde main. Des fois, est-ce que le propriétaire précédent l'avait gardé? C'est un petit peu plus bête, mais en général, vous le retrouvez toujours sur une forme d'autocollant dans les armoires de votre VR. OK. Donc, à mettre dans son livre de bord. Ah, il faut l'avoir. De l'autre côté, M. Pajot, si vous Oui. prenez de votre coin, on va le tourner comme ceci. Oui. OK? Voyez-vous, M. Jean-Marc, je ne sais pas si je le tourne encore pour vous, là. Oui, non, c'est correct. Moi, je vais aller... Voyez-vous, on j'ai- va prendre l'autre caméra pour on va y aller. J'ai une fuite d'ammoniac ici, là. On le voit, c'est jaune. Ah oui, OK? on voit une tache jaune. Effectivement. là. À ne pas confondre avec le pollen, bien entendu. Ceci étant dit, votre réfrigérateur fonctionne très, très bien aujourd'hui, mais vous voyez que c'est jaune en bas. Ayez pas peur, c'est probablement le pollen. Par contre, l'ammoniac, c'est corrosif, c'est flammable aussi. Fait que si vous voyez du jaune comme ceci au niveau du brûleur, puis que votre réfrigérateur n'est pas froid, c'est parce que là, on a une fuite. Faites-le pas fonctionner. Là, dans ce cas-là, il faut changer l'unité réfrigérante à l'arrière, complètement. Parce que l'ammoniac, comme tu disais, c'est dangereux. Ça peut... En fait, ça brûle instantanément. Bien, effectivement, là. c'est corrosif. C'est pour ça qu'on va créer des fuites au niveau de l'unité réfrigérante. On mange le métal par l'intérieur, si vous me permettez. Oui. Puis là, on crée une fuite. En créant une fuite, bien, le réfrigérateur n'est plus nécessairement pressurisé. Il n'est pas froid, parce que c'est des frigidaires, c'est des véhicules qui fonctionnent avec absorption. Fait qu'il faut que je sois toujours en pleine pressurisation. Mais ça peut être assez difficile de vérifier l'arrière, par exemple, dans nos... En fait, vous allez avoir toujours vos deux panneaux externes. Là. Des fois, il y en a deux, des fois, il y en a un. Quand vous allez ouvrir avec les deux petites plastiques noirs, là, Oui. vous allez le voir là. Fait que si vous avez une fuite d'ammoniac, OK. vous allez le voir là, le jaune. De là, comme je vous disais, ne pas confondre avec votre pollen. Mais même si ce serait plein de pollen, si votre réfrigérateur n'a pas de défaillance au niveau de la température, on n'est pas en problème. Par contre, si votre congélateur est très, très froid, puis que la température n'est pas réellement froide au niveau de la boîte, plus à l'intérieur, ça peut peut-être annoncer un problème d'unité réfrigérante, surtout si vous voyez une coulisse jaune à l'arrière. En fait, encore une fois, c'est de la prévention, Tout le de la temps. vérification de ces éléments-là. Tout le temps, tout le temps. Bon truc, bonne astuce que tu viens nous donner là. Merci Merci, beaucoup, Marc. Marco.
Je retrouve avec grand plaisir Jonathan Beauvais, qui est contrôleur routier. C'est comme ça qu'on vous appelle, Jonathan. Et je voudrais savoir, pour les gens qui ont des véhicules récréatifs, est-ce que vous intervenez dans la conduite d'un véhicule récréatif? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le mandat de contrôle routier est quand même assez particulier, mais dans la conduite de véhicules récréatifs, il y a des aspects qui sont aussi particuliers. Donc, on va parler évidemment de l'arrimage, du chargement ou le charge et dimensions, donc le poids des véhicules, les dimensions des véhicules, l'état mécanique. Ce sont des volets que les contrôleurs routiers peuvent intervenir. On peut parler aussi du transport de matières dangereuses, là, évidemment, avec le transport de bonbonnes de propane. Là, ouais, on peut pas aller dans certains tunnels. Il y en a 5, je pense, au Québec. Exactement. Là. Donc, ce sont des situations auprès desquelles les contrôleurs routiers vont pouvoir intervenir auprès des véhicules récréatifs. Vous avez parlé d'attelage. Donc, Jonathan, ça veut dire que si mon attelage n'est pas adéquat, vous pouvez intervenir à ce moment-là et nous sensibiliser là-dessus? On peut intervenir si on constate une défectuosité mécanique aussi. Là. Donc, effectivement, si le système d'attelage n'est pas adéquat ou si encore là, il y a des pneus qui sont trop usés ou des lumières qui ne fonctionnent pas. Des pneus trop usés? On pourrait intervenir. Oui. Puis, il pourrait y avoir, là, soit, selon les situations, soit une infraction ou encore un 48 heures, donc un certificat de vérification mécanique pour faire effectuer les réparations là, au niveau des défectuosités. Mais comment faites-vous pour me dire que j'ai une trop grosse charge? En fait, nous, on est équipés, on a des équipements qui nous permettent de faire des vérifications des charges, des poids des véhicules. Donc, c'est des équipements qui sont soit en poste de contrôle, donc avec le plateau de pesée, mais dans nos véhicules de patrouille, on dispose aussi là, de pesées portatives qui nous permettent de faire les vérifications des charges. Donc, si on constate qu'un véhicule, par exemple, nous semble être déstabilisé parce que l'essieu arrière du camion, par exemple, va être écrasé, l'essieu avant trop relevé, puis on a un doute que peut-être que le chargement est mal placé ou encore que c'est trop pesant, mais on va pouvoir faire la vérification au niveau en utilisant les pesées portatives pour faire les vérifications. On voit des gens aussi qui conduisent des véhicules récréatifs avec une voiture, ils traînent une roulotte, mais il y a juste ces deux petits miroirs, là, ils ne voient pas en arrière comme il faut. Est-ce que vous intervenez là-dessus aussi? C'est quelque chose qui pourrait être fait aussi, évidemment. Il faut avoir des rétroviseurs qui nous permettent de voir à l'arrière de notre ensemble de véhicules. Donc, il existe là, des rallonges qui peuvent être installées sur certains types de véhicules. Il existe aussi des types de véhicules où les miroirs sont extensibles, là, donc automatiquement qui permettent de le faire. Donc, c'est des choses qui, oui, sont applicables au niveau du Code de la sécurité routière, qui pourraient être appliquées. Et est-ce qu'on peut, au Québec, avoir tiré une roulotte, avoir son véhicule récréatif, et en plus une chaloupe pour aller à la pêche? Ça peut se faire. Évidemment, il faut respecter les normes et les dimensions, donc la longueur totale dans le cas d'un ensemble de 3 véhicules. Donc, on va parler d'une camionnette, d'une roulotte ou d'une fifth wheel et d'une troisième remorque qui va être souvent un bateau. Il ne faut pas que l'ensemble total dépasse le 19 mètres. Donc, il faut mesurer l'ensemble. 19 mètres, c'est pas si long que ça pour un ensemble de 3 véhicules. Évidemment, il va falloir s'assurer aussi que chacun des véhicules ait des freins sur chacune des roues portantes qui fonctionnent. Moi, j'ai toujours dit aux gens que les contrôleurs routiers, ce sont nos alliés, nos amis. Vous n'êtes pas là nécessairement pour jouer à la contravention tout le temps, là. On fait beaucoup de sensibilisation auprès des conducteurs de véhicules récréatifs. On sait que c'est des gens qui veulent profiter de leurs vacances, qui sont pas là pour faire des infractions. Évidemment, quand on part en vacances, on veut se rendre à nos vacances. L'objectif, c'est vraiment ça. Donc, nous, on est là pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent le faire de façon sécuritaire, puis se rendre aussi de façon sécuritaire là, à leur endroit de villégiature. Vous faites un merveilleux travail au Québec, Jonathan. Et en terminant, peut-être, quelle serait la meilleure recommandation que tu ferais à des gens qui possèdent des véhicules récréatifs? En fait, ce qui est important pour nous, puis qu'on véhicule le message depuis plusieurs années, mais on continue de le faire parce que c'est important, c'est le respect des aires de vérification de frein. Les aires de vérification de frein, il y en a 13 au Québec, donc dans différentes régions, particulièrement dans la région là, de la Côte-Nord, de Charlevoix, dans la Beauce, il y en a une en Outaouais, une en Abitibi-Témiscamingue. C'est des endroits qu'on pense souvent que c'est juste pour les véhicules lourds, mais c'est des endroits qui visent tous les ensembles de véhicules qui ont une masse totale en charge de 3000 kg et plus. Donc, 3000 kg, ça arrive quand même assez rapidement. C'est vite, ça, avec une grosse fifth wheel puis une camionnette. Une camionnette dépasse, avec une remorque, là, souvent, on va dépasser le 3000 kg. Donc, ces gens-là vont devoir s'immobiliser à l'heure de vérification des freins, s'assurer que le système de freinage fonctionne de façon adéquate et, après ça, évidemment, pouvoir descendre la côte tout en sécurité. Il y a des panneaux, d'ailleurs, qui nous indiquent où sont les aires de frein et qui nous indiquent
comment aussi vérifier? Il y a des panneaux qui nous indiquent l'arrêt de l'aire de frein d'obligation. Donc, c'est un panneau qui a un pied avec une pédale de frein qui nous indique de rentrer. Et dans les aires de vérification de frein, à certains endroits, il y a des panneaux qui indiquent un peu certaines vérifications à faire, mais il n'y en a pas à chaque endroit. Donc, c'est important juste de vérifier, faire le tour de notre véhicule, prendre le temps de débarquer, s'assurer que notre système de freinage n'a pas surchauffé pour qu'on puisse l'utiliser de façon adéquate puis qu'il ne surchauffe pas en descendant la côte. Qu'on manque pas de frein rendu en bas. Puis tant qu'à y être, on vérifie son attelage, on vérifie ses lumières, on vérifie les choses. Ça prend quelques minutes. Ça prend quelques minutes. Ça nous permet de nous dégourdir aussi. Donc, ça nous renlève peut-être un petit peu de fatigue accumulée dans la conduite. Puis ça nous permet de continuer notre route de façon sécuritaire. Alors donc, je voudrais le répéter parce que c'est extrêmement important. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le font. Là. Les aires de frein, à partir de 3000 kg de masse totale en charge. Donc, ça comprend le véhicule avant et les deux véhicules, donc s'il y en a deux, donc le camion qui tire et le chargement qui est inclus. Donc, on ne parle pas des masses nettes, mais on parle vraiment de la masse totale en charge. Donc, le poids des deux véhicules combinés plus leur chargement. Donc, 3000 kg, ça arrive quand même assez rapidement. Et encore là, on est sujet à infraction si on passe tout droit à un aire de frein. Tout à fait. Il y a des infractions qui pourraient être émises aux conducteurs, là, autant par les contrôleurs routiers que par les policiers là, de la Sûreté du Québec ou des corps policiers municipaux dans le cas échéant. Bien, merci beaucoup, Jonathan. Ça a été vraiment un grand plaisir de t'accueillir. On va essayer de te déplacer ici pour nous donner, en fait, nous sensibiliser sur ces choses-là. Et bravo à tous tes confrères des contrôleurs routiers. Parfait. Merci beaucoup. À nouveau, on rencontre Simon Boivin, responsable des médias à la CEPAC. Et Simon me disait que cette semaine, Simon, tu nous parlerais des plans d'eau. Oui, thématique des destinations où on a les plans d'eau les plus spectaculaires. Au Québec, on est chanceux en termes de réserve d'eau douce. On est très choyés. Puis, bien, parmi les destinations où tout ça est mis en valeur, on en a déjà parlé, mais le Parc national de la Pointe-Taillon au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le lac Saint-Jean. C'est majestueux, une mer intérieure. Puis dans le nouveau secteur du camp de Touage et les îles qui a ouvert cette année au Parc national de la Pointe-Taillon, on a tout près un archipel avec centaines d'îles et d'îlots qu'on peut explorer en se promenant en kayak à travers ça, en allant s'échouer sur les petites îles, les petits îlots. Donc c'est vraiment intéressant, puis une belle façon d'en profiter de ce plan d'eau exceptionnel-là. Il ne faudrait pas oublier le Bic. Là. Si tu me parles de Saguenay, je vais te parler aussi du Bas-Saint-Laurent. C'est sûr. C'est clair. C'est clair. Le Bic avec le Saint-Laurent lui-même en soi, le fleuve, c'est un incontournable pour le palmarès qu'on dresse là. Le fleuve qui offre un spectacle différent presque chaque jour et qui se marie là, avec le parc national de façon exceptionnelle. Une belle destination. On peut aller faire des sentiers de randonnée là, pour avoir des points de vue exceptionnels sur sur les caps, les anses, les baies qu'il y a là. Donc, le fleuve, effectivement, c'est un incontournable au Québec. Tu me parlais de Témiscouata? Exact, parc national du lac Témiscouata, donc qui n'est pas nécessairement le plus connu et qui mérite d'être découvert par les gens dans le Bas-Saint-Laurent. C'est un très gros lac, le parc national, le lac le lac Témiscouata. Et, bon, encore une fois, on peut l'explorer de mille et une façons, canot, kayak, planche à pagaie, mais aussi des belles pistes cyclables tout le tour, là, la piste du Petit Métis, la véloroute qui passe là. Donc, ça permet aux gens de non seulement camper, mais aussi de découvrir les environs à travers des balades en vélo qui nous permettent de découvrir les municipalités environnantes. Là. Et on termine avec Frontenac. Ouais. Frontenac, situe-le-moi géographiquement. Le parc national de Frontenac est à cheval sur la région de Chaudière-Appalaches et des cantons de l'Est. Et là, on a le Grand Lac Saint-François, qui est vraiment au cœur du parc. On a une belle plage dans le secteur Saint-Daniel. Puis là encore, là, pour le canot, le kayak, les activités nautiques, la baignade, c'est une destination à privilégier. C'est très familial. De la belle faune, flore à découvrir là aussi. Donc, le Parc national de Frontenac à mettre sur la liste des destinations à visiter. On parle depuis plusieurs semaines de parcs et de réserves, mais au niveau de la CEPAC, est-ce qu'il y a des mesures, j'appellerais ça les mesures COVID, là? Oui, bien, que les temps sont ce qu'ils sont, hein, et donc difficile de savoir exactement cet été le genre de mesures qu'il va falloir mettre en place, mais on a déjà l'expérience de l'année dernière où on a mis en place une multitude de mesures pour s'assurer que les gens vivent une expérience sécuritaire puis que les destinations plein air soient des espèces d'espaces de liberté où on peut quand même s'amuser tout en sachant que
les conditions sont en place pour favoriser le respect des consignes de santé publique. Donc, on va conserver cette année là, le droit d'accès en ligne qu'on doit se procurer en ligne pour essayer d'éviter les contacts à l'entrée des territoires. On a des mesures pour réduire la capacité des bâtiments, s'assurer qu'il n'y a pas trop de gens à l'intérieur, que ce soit dans les centres de services ou encore les blocs sanitaires. Et bon, bien, pour les hébergements, on s'assure de suivre les mesures demandées par la santé publique là, pour les cellules familiales. Puis encore, on demande aux gens de respecter une espèce de code des meilleures pratiques quand ils sont en sentier, par exemple, d'éviter quand on a un sentier qui fait une boucle, bien, on suit le sens unique. Mais si on a un sentier qui rencontre, bien, c'est les gens qui sont sur leur retour qui cèdent le passage aux gens qui sont à l'allée, de manière à essayer de respecter le 2 mètres et faire en sorte que tout le monde vive une belle expérience et passe un bel été. Est-ce que ces mesures-là, on peut les voir sur votre Absolument, site Internet? www.cpac.com. On peut avoir justement les règles d'or du visiteur, l'ensemble des mesures qui sont en place et par établissement, donc selon le palier d'alerte de la région dans laquelle l'établissement est situé. Bien, bravo. Merci infiniment, Simon. C'est toujours des bons renseignements. Puis ça nous incite à partir. Aller prendre l'air, c'est une bonne chose. C'est bon pour la santé mentale puis la santé physique. Tout à fait. Merci encore. À bientôt. À nouveau cette semaine, réponse à vos questions. Il y a vraiment beaucoup de monde qui nous pose des questions sur, soit par l'entremise du Journal de Québec, les mordus du VR et du camping, une page à tous les dimanches, et surtout aussi sur le site de prolight.com. Martin James, propriétaire. Bonjour, Martin. Ça fait plaisir de te recevoir à nouveau. Merci infiniment parce que ça a pris une ampleur incroyable, le fait de répondre aux questions. Mais c'est intéressant, c'est le fun, c'est plaisant, oui. Puis les gens en apprennent grâce aux questions qui nous sont posées. J'ai pas beaucoup de secrets dans le VR, là. Je connais pas mal tout. Hein? Oui, c'est moi qui les invente. C'est ça qui est intéressant, tu peux répondre. Oui. J'ai une question en anglais ici, mais je vais la résumer. Elle est simple. Comment peut-on calculer le poids à sec? C'est M. Chris Taylor qui nous demande ça. Alors, comment on calcule le poids à sec de... Comment vous calculez ça? On voit ça dans les portes, là, poids à sec. Bien, surtout dans les dépliants aussi. Tous les poids qu'on va mettre dans les dépliants, c'est vide. Donc... à sec, ça veut dire... Pas d'eau. Vide de tout, là. De tout. Pas d'eau, pas de gaz, pas de batterie. Pas d'options non plus. Si vous rajoutez des options, il faut les calculer. Comme dans quoi, le poids. Les options? Je sais pas, il y a des modèles qui n'ont pas de fenêtre en avant. Bon, la fenêtre en avant... Ça rajoute du poids, ça? Ben oui. Oui. Ah ouais? On va parler de 50, 60 livres une fenêtre. L'air climatisé. Il y en a qui vont rajouter une armoire de rangement à l'intérieur, ces choses-là. C'est pas dans le poids. Si on rajoute un micro-ondes... S'il n'est pas inclus dans le véhicule, oui. C'est un autre ajout. Donc, c'est toutes ces choses-là qui rentrent en ligne de compte. Le poids à sec, le poids de votre roulotte à sec, c'est celui qui a ses enregistrements. OK, donc on peut le trouver sur l'enregistrement de notre véhicule. De votre véhicule. À partir de là, il faut prévoir la batterie, l'eau chaude. Il ne faut pas oublier le réservoir d'eau chaude, il y a tout le temps de l'eau dedans. Les réservoirs d'eau usée. Si on n'a pas vidangé avant de partir. Donc, c'est tout ça qui rentre en ligne de compte. Faut vraiment le prévoir parce que souvent... La caisse de bière qu'on met dans la roulotte, elle donne du poids. C'est ça, elle n'est pas sec, elle, donc ça rajoute du poids. Fait que c'est tout ça. Donc, le poids qu'on vous donne, c'est vraiment vide. OK. Est-ce que le poids des bagages dans le véhicule tracteur influence sur le... C'est un calcul, hein? C'est le véhicule, il a le droit de temps, puis la roulotte a le droit à temps. Donc ça, c'est important de ne pas dépasser le maximum. C'est écrit d'habitude dans la porte de votre véhicule, mais ce n'est pas tous les véhicules qui l'ont. Donc, c'est à vérifier. Généralement, c'est là. D'habitude, c'est là. Sinon, on peut regarder ces sites Internet. Il y en a plusieurs qui vont vous informer. Et puis, il y a une chose bien importante, vraiment, que je voudrais dire. Les gens vont souvent sur le collant d'information sur le côté, hein, à l'extérieur. C'est pas le poids de la roulotte, ça. Ça, c'est le poids maximum que vous avez le droit. Le gross vehicle weight, là, c'est le poids maximum que le véhicule a le droit de peser. Donc, c'est la force de suspension avec les essieux puis tout ça. Ça, c'est le calcul. Donc, les gens, souvent, ils vont arriver, non, elle pèse 3500 livres. Non, c'est le maximum qu'elle a le droit de peser.
Fait que si jamais vous Elle faites peut peser arrêter... 2000 livres, mais c'est indiqué 3500 Oui, parce que c'est ce qu'elle peut La prendre. suspension, l'essieu, toutes ces choses-là est calculée. Donc, si vous êtes obligé d'aller sur une balance ou vous faites arrêter par un contrôleur routier ou il vous arrive un accident, vous n'avez pas le droit d'avoir dépassé ça. À partir de là, je ne voudrais pas savoir qu'est-ce qui se passe, là, mais si vous avez dépassé, c'est illégal. Donc ça, là, c'est un calcul autant la roulotte que le véhicule tracteur. Parce qu'il y en a qui vont me dire ça, ils vont dire « Ah, ben je vais mettre le stock dans l'auto. » Non, non, ça ne marche pas de même. Là. Tu l'as pareil, ton stock. Tu sais, c'est la capacité maximale de l'automobile est écrite à quelque part sur l'auto. Là. Fait qu'il faut trouver ce collant-là, puis il ne faut pas le dépasser. Parce que c'est le côté freinage, côté stabilité de la route, la force des pneus de l'auto, tout ça rentre en ligne de compte. Donc, dépassez pas ça, puis c'est votre vie, c'est votre sécurité là, qui est importante aussi là-dedans. Donc, si je comprends bien, dans plusieurs modèles de roulotte, on a deux autocollants. Un qui va nous donner le poids à sec du véhicule et un qui va nous donner le maximum que l'on peut charger. Sur la fiche technique à l'extérieur, pas technique, mais le collant là, qu'on va voir, le numéro de série, c'est le poids maximal que la roulotte peut peser. Puis, pour savoir votre poids au début, là, quand elle est sortie d'usine, bien, regardez sur vos enregistrements, c'est le poids de votre roulotte. C'est vraiment le poids de la roulotte. Mais à vide, à sec. À sec. Exactement. Donc, c'est extrêmement important. C'est une question de sécurité. C'est ça. C'est ça. Puis c'est le plaisir aussi. Vous allez faire des heures et des heures de route. Vous allez monter des montagnes, en redescendre. Le stress. Si vous êtes bien équipé, vous allez adorer votre voyage puis vos escapades. Si vous êtes tout le temps over, tout le temps trop pesant, trop limite, c'est stressant. Moi, j'aime pas ça, conduire stressé tout le temps. Là. Non, c'est pas des beaux voyages. Donc, limitez-vous à ça, puis vous allez adorer votre ProLite, je vous le garantis. Et c'est une question de sécurité pour vous et pour les autres aussi. Merci beaucoup, Martin. Merci. L'émission Les passionnés du VR et du camping vous a été présentée par VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et les roulottes ProLite pour voyager léger.